Une nouvelle urgente concerne une affaire mystérieuse. La police a trouvé un corps, écoutez bien, un corps démembré dans une station d'épuration. Ce lundi matin, le 13 janvier 2025, Talita Ramos a fait quelque chose de très simple, banal, que nous faisons tous ici si nous en avons l'occasion. Ouvrir WhatsApp et envoyer un petit bonjour à sa mère. Là, il n'y avait rien qui aurait pu éveiller le moindre soupçon, aucun signe de désespoir, aucune demande d'aide. Rien du tout. Il n'y avait rien qui indiquait que c'était la dernière fois qu'un membre de la famille aurait un contact avec Talita. Talita avait 36 ans, elle vivait à Brasilia. Elle était mère d'une adolescente et même adulte, elle gardait une habitude qui en disait long sur qui elle était. Elle prévenait sa mère où elle était, avec qui elle était, si tout allait bien. Elle avait déjà fait cela plusieurs fois, y compris 2 jours auparavant. Elle avait dit qu'elle était avec un ami dans le quartier de Guara. Tout suivait son cours normal. Mais après ce salut, ce jour-là, ce lundi, il y a eu le silence. Un silence qui n'a pas duré des heures, ni un jour, ni deux. Il a duré 22 jours. Un laps de temps qui, pour la bureaucratie, peut sembler n'être qu'un détail parmi tant d'autres, mais qui, pour la famille de Talita, a fait mal, hein. Ça a été une éternité angoissante, pleine de questions, de peur, de culpabilité et d'une sensation que quelque chose n'allait vraiment pas. Mais avant d'entrer vraiment dans les détails de cette histoire, je voulais vous demander quelque chose. Écoutez cet épisode en entier et mettez-vous quelques instants à la place de la famille de Talita. Parce que ce qui est arrivé à elle ne s'arrête pas à la violence d'un crime, ça continue dans les décisions qui ont été prises ensuite, dans la façon dont ceux qui auraient dû agir différemment ont géré tout cela. Marcos Campos, et ici sur la chaîne, il y a chaque semaine au moins 3 épisodes sur des affaires criminelles détaillées, comme celle-ci, parfois même plus. Alors activez vos notifications pour ne manquer aucun épisode. Si tu peux, deviens membre de la chaîne, ça m'aide beaucoup. Les annonces sont faites, passons aux faits, musique. Cette affaire est arrivée ici sur la chaîne grâce à Rebecca Crisielli, une abonnée qui vit aussi dans le district fédéral. Et pour comprendre tout ce qui est arrivé à Talita, il faut commencer au moment où personne ne pensait qu'il y avait un crime. Quand Talita a arrêté de répondre aux messages, et l'inquiétude n'est pas apparue tout de suite. Elle était adulte, elle avait sa vie et selon sa propre famille, il y avait un passé délicat, un point d'attention qui pouvait rendre tout cela encore plus confus. Talita avait des problèmes de dépendance à la drogue. Parfois, elle consommait des stupéfiants. Elle a même été hospitalisée à certains moments dans le passé. C'est important de le dire ici, d'accord, pas pour juger, mais parce que cette information change tout, n'est-ce pas? Il y avait déjà eu d'autres périodes où Talita était restée quelques jours sans donner de nouvelles, mais jamais de cette façon. Alors, autant de temps et surtout, jamais sans donner au moins quelques nouvelles. Même ainsi, les premiers jours, la famille a essayé de résoudre la situation de la manière la plus humaine possible. En appelant des amis, des connaissances, en demandant ici et là, en refaisant, n'est-ce pas, mentalement, les derniers pas de Talita. Cette routine désespérée, je dirais, de ceux qui essaient de garder l'espoir vivant, même quand le cœur est déjà serré, tu vois. Mais les jours passés, l'absence a commencé à peser. Et dans un monde où le téléphone portable est devenu une extension du corps, ce silence dérangeait. C'est alors que, le 3 février 2025, 22 jours après le dernier contact, la famille a pris la décision. Le plus difficile a été de déclarer officiellement la disparition de Talita. À partir de ce moment-là, elle cessait d'être simplement une fille qui ne répondait pas au téléphone pour devenir officiellement une personne portée disparue. Disparue. Alors que la famille de Talita vivait l'angoisse de sa disparition, la ville de Brasilia poursuivait sa routine normale jusqu'à ce que, dans la matinée du 14 janvier 2025, quelque chose vienne complètement bouleverser la normalité à un endroit précis de la capitale. Des employés de la station d'épuration des eaux usées, la Caisse B, située dans la région de Vila Tela à Brasilia, sont tombés sur quelque chose pour lequel personne n'est préparé, je dirais, à trouver lors d'une journée de travail ordinaire. Là, il y avait des parties de corps humain, il n'y avait aucun doute, ce n'étaient pas des déchets, c'était soit un animal, soit, pour être plus précis, vraiment des morceaux de corps humains. Le site a été isolé et la police civile du district fédéral appelée. À ce moment-là, personne ne savait qui était la victime, mais il était déjà clair que ce n'était pas un accident, c'était un crime.
et un crime très violent. Les fragments humains étaient coincés là, contre les grilles du système de la station apportées par le flux de l'eau. Il n'y avait aucun document, aucune identification visible. Ce qu'il y avait là, c'était la certitude que quelqu'un avait été tué et que le corps avait été délibérément jeté. La police a alors pris en charge l'affaire et a commencé le travail qui, en plus d'être technique, est émotionnellement lourd. Ce n'est pas seulement la tentative d'identifier ces morceaux, mais aussi d'identifier qui était cette victime. Et ce genre de cas a rarement une solution rapide, non? L'enquêteur a alors mobilisé une force opérationnelle multidisciplinaire. Des médecins légistes, des anthropologues judiciaires, des odontologistes et l'Institut de recherche en ADN forensique du district fédéral. Tous ces professionnels étaient réunis là, essayant de découvrir qui c'était, à qui appartenaient ces morceaux. Fragments osseux, arcades dentaires, profil anthropologique, matériel génétique. En plus de cela, la police a commencé à utiliser des données de géoréférencement, essayant de répondre à une question fondamentale. D'où le corps pouvait-il provenir? Pendant cette période, le lien entre ce corps et la disparition de Thalita n'existait pas encore officiellement. Pour les enquêteurs, il s'agissait d'un homicide non identifié. Pas encore. Pour la famille de Thalita, il s'agissait d'une disparition angoissante. Encore deux histoires parallèles, sans connexion apparente. Pendant ce temps, l'enquête sur sa disparition suivait son cours. La police civile a commencé à traiter l'affaire comme une disparition qui pouvait être soit volontaire, soit le résultat de l'action de tiers. Un ami de Thalita a été entendu et il a raconté que la dernière fois qu'il l'a vue, elle avait commandé une voiture via une application. Et la destination indiquée pour ce trajet était le terrain QE 46 Guara 2. La police a fait le nécessaire, a analysé le compte de l'application et a retrouvé le chauffeur. Selon lui, pendant la course, Thalita a mentionné qu'une amie devait venir la chercher à cet endroit. Qui était cette amie? Pourquoi elle n'est jamais apparue officiellement dans l'enquête jusqu'à aujourd'hui, cela n'est pas clair. Au cours de cette enquête, un détail a commencé à attirer l'attention de la police. La Villa Tele Brasilia, où le corps avait été retrouvé, se trouve à environ 12 km du parc écologique. Un parc qui jusqu'alors n'apparaissait dans aucun rapport officiel lié à la disparition de Thalita. Mais cette distance n'était pas assez grande pour être ignorée, n'est-ce pas? Les jours ont passé, puis des semaines, jusqu'à ce que deux pistes d'enquête, qui jusque-là se déroulaient en parallèle, comme nous l'avons vu, commencent à se rapprocher. D'un côté, un corps démembré retrouvé dans une station d'épuration, et de l'autre, une femme disparue depuis plus de 20 jours sans aucun contact avec sa famille. Et petit à petit, les éléments ont commencé à s'emboîter. Les examens ont pris du temps et, pour la famille de Thalita, chaque jour sans réponse était un jour de plus, coincé entre deux possibilités tout aussi douloureuses, un espoir fragile et une peur grandissante. Pendant ce temps, au laboratoire, le travail continuait. Les experts analysaient des fragments d'os, comparaient des arcades dentaires, croisaient des données génétiques, revoyaient des informations de géoréférencement. C'était un puzzle technique et minutieux, sans marge d'erreur, jusqu'à ce que, finalement, deux enquêtes, qui jusqu'alors avançaient séparément, finissent par se rejoindre. D'un côté, le corps démembré retrouvé dans les égouts, là-bas à la station d'épuration. Et de l'autre, la déclaration de disparition de Thalita Marquez, faite par la famille le 3 février. Lorsque les données ont été comparées, la confirmation est venue rapidement. Le corps était le sien. Pour les parents de Thalita, ce fut le moment où tout espoir restant s'est éteint. Après des semaines à vivre entre la peur et le déni, ils avaient maintenant une certitude, la pire de toutes, n'est-ce pas? D'après les informations disponibles, après toute cette souffrance, la famille a décidé de faire incinérer le corps. Mais alors que le deuil prenait forme, l'enquête policière entrait dans une nouvelle phase. Désormais, il ne s'agissait plus de retrouver une personne disparue, mais de découvrir qui avait fait cela. À partir de l'identification, le rythme de l'enquête a changé. Thalita avait laissé des traces, beaucoup de traces, pour être plus précis, des traces numériques, vous savez, des empreintes, des traces de localisation, et surtout des traces de contact. L'analyse des téléphones portables qui se trouvaient à proximité du sien le jour de la disparition a été décisive, tout comme la cartographie des déplacements dans des zones spécifiques de la ville. Petit à petit, les enquêteurs ont donc commencé à réduire le nombre de possibilités jusqu'à ce qu'ils arrivent aux responsables.
Le principal suspect était un homme de 36 ans, João Paulo Teixeira da Silva, connu dans la région sous le nom de JP. Il habitait dans une zone d'occupation illégale à Gare 2 près du parc écologique. Parfois, il travaillait comme gardien de voiture. À d'autres moments, il dormait sous l'immeuble, coincé dans la même région. João Paulo n'était pas un inconnu de la police. Il avait déjà un casier judiciaire et son passé violent était long. Assez long pour soulever une question gênante. Comment une telle personne était-elle encore libre? João Paulo n'était pas seul. L'enquête a révélé l'implication de 2 adolescents de 15 et 17 ans. Les 3 étaient donc ensemble dans le trafic de drogue dans cette zone. Et, selon les enquêteurs, c'est précisément cette relation criminelle qui a mis Thalita sur leur chemin. À ce stade de l'enquête, beaucoup de choses n'étaient pas encore publiques. On sait qu'ils étaient impliqués, on sait où ils opéraient, mais ce qui devait encore être éclairci était le plus difficile à raconter. Ce qui s'est exactement passé avec Thalita ce 13 janvier. Cette reconstitution ne serait possible que plus tard. Et quand elle a eu lieu, elle a révélé un niveau de violence incroyable qui a choqué même les enquêteurs de l'affaire. Ce n'est qu'après l'identification des responsables que la police a pu reconstituer avec certitude ce qui s'est passé le lundi 13 janvier 25. Jusqu'alors, il n'y avait que des fragments d'informations, des localisations éparses, des relevés téléphoniques, des témoignages décousus. Maintenant, tout commençait à avoir du sens. Ce jour-là, selon les informations, Thalita s'est rendue dans le parc écologique, plus précisément dans une zone d'occupation illégale à l'intérieur de ce parc, dans ce quartier dont j'ai parlé. Et d'après l'enquête, elle s'y était rendue pour acheter de la drogue. Pour ceux en situation de vulnérabilité face à la drogue, ce type de déplacement peut sembler n'être qu'un épisode de plus dans la routine. Ce n'est pas une rencontre rapide, un échange là, une affaire, puis on rentre à la maison et tout va bien. Mais ce jour-là, cela ne s'est pas passé ainsi. Sur place Thalita a rencontré 3 trafiquants qui opéraient dans cette zone, cet homme de 36 ans et les 2 adolescents. La négociation a donc commencé là, soudainement, comme n'importe quelle autre, mais quelque chose a échappé au contrôle. Il y a eu un malentendu lié apparemment à la qualité et au paiement de la drogue. Les voix se sont élevées, la discussion a dégénéré. Et, dans ce genre d'environnement, il est prévisible de savoir ce qui peut arriver, n'est-ce pas? En quelques minutes, la situation s'est transformée en violence extrême. Selon les rapports de l'enquête, Thalita a été agressée de façon brutale. Elle présentait des marques de passage à tabac sur le visage et la tête, des blessures causées par des jets de pierre, des coups, de couteau, et elle n'a eu aucune chance de se défendre. La violence a été rapide, intense et fatale. Thalita est morte sur place, mais malheureusement, ce n'était pas tout. Pour dissimuler l'homicide, les auteurs ont voulu aller plus loin. Le corps de Thalita a été démembré, ou plutôt, une partie a été enterrée dans le parc même, dans une fosse profonde, enveloppée dans une couverture. Cette partie ne serait retrouvée que des semaines plus tard, le 17 mars. Les autres fragments ont été jetés dans un cours d'eau, un petit ruisseau qui passait dans la région. Avec le courant, ces restes ont été emportés jusqu'à la station d'épuration des eaux usées. Et c'est ainsi, un jour après le dernier contact de Thalita avec sa mère, que des parties de son corps sont apparues là-bas, à des kilomètres de l'endroit où elle avait été tuée. Rien de tout cela n'était accidentel, rien n'a été improvisé sur le coup de l'émotion. Selon l'enquête, les 3 personnes impliquées ont activement participé à toutes les étapes du crime, de l'agression jusqu'à la dissimulation du corps. Lorsque les enquêteurs ont terminé la reconstitution, une chose sautait aux yeux. Ce qui aurait dû être une rencontre rapide pour acheter de la drogue s'est finalement transformé en une sentence de mort pour Thalita. Et regardez comment cette affaire s'est construite, n'est-ce pas? Le corps est apparu là peu de temps après sa disparition, mais la police n'avait pas encore fait le lien avec le crime élucidé. En ce qui concerne les auteurs, les moyens et la motivation, l'affaire de Thalita Marques Bercoa Ramos est entrée dans ce qui, en théorie, devrait être l'étape de la réponse de l'État, la phase judiciaire. João Paulo Teixeira da Silva, l'adulte impliqué dans le crime, a été arrêté en mars 25. Il est poursuivi pour homicide qualifié, dissimulation de cadavres et corruption de mineurs, et son procès devant le tribunal du jury était prévu. Jusqu'ici. Le scénario suit bien le chemin prévu, non? Mais il y a un détail qui rend tout cela encore plus révoltant. 9 jours après avoir tué Thalita, João Paulo a fait l'objet d'un mandat d'arrêt préventif pour une tentative d'homicide commise en décembre 2024. Dans ce crime précédent, lui et un adolescent de 15 ans ont également suivi la victime et ont tiré avec une arme à feu, touchant le bras de l'homme.
Autrement dit, lorsque Talita a été assassinée, João Paulo aurait déjà dû être en prison. Il n'a été capturé qu'à la fin du mois de janvier. Trop tard, n'est-ce pas? Les deux autres impliqués ont suivi une voie totalement différente. Ils ne sont pas poursuivis pour homicide, ni pour dissimulation de cadavres, ni pour démembrement. Ils sont poursuivis pour un acte infractionnel analogue à ces crimes. Alors, un de ces jours, j'ai fait un reel sur l'affaire du petit chien, n'est-ce pas? Aurella? Je vous invite à aller voir sur Instagram et à lire ce texte-là, qui est vraiment intéressant. Il parle justement de ce genre de choses, n'est-ce pas? Incroyable, presque. En pratique, ça voulait dire quoi? Des mesures socio-éducatives pour ces adolescents? L'État ne les considère pas comme des assassins, il les voit comme des jeunes en conflit avec la loi, et leur destin n'est pas la prison, mais une institution socio-éducative. Sur le papier, les gars, le discours est très beau, non? Resocialisation, éducation, réintégration. Mais en réalité, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que quelqu'un qui a participé à un homicide brutal, pratiquement comme si on remontait à des barbaries d'époques très lointaines. Un homicide brutal suivi de démembrement et de dissimulation de cadavres. Cela signifie qu'ils peuvent purger leur peine dans un environnement où il y a un lit, de la nourriture fraîche, une assistance médicale, une école, des loisirs, l'impossibilité de savoir qui ils sont et dans certains cas, des sorties autorisées. Et l'histoire empire. C'était en octobre de l'année dernière, ce 2025. La deuxième chambre de l'enfance et de la jeunesse du district fédéral a accordé un régime de semi-liberté à l'un de ses adolescents. La décision a été signée par un juge qui, selon le jugement, a ignoré les circonstances aggravantes de l'homicide et a estimé que l'acte avait été commis sous l'emprise d'une violente émotion, juste après une provocation injuste de la victime. Eh bien, relisez ça encore une fois, les gars. Il faut vraiment faire très attention ici parce que certaines personnes plus impulsives pourraient voir ça comme ça. Ah, il est allé là-bas chercher, n'est-ce pas? Parce qu'il allait acheter de la drogue et tout ça. Je ne vais même pas argumenter parce que bon, n'est-ce pas? Et la proportionnalité, c'est ça que je veux dire, tu vois. C'est comme ça. Il y a un conflit là-bas, ce ne sont pas eux les vendeurs de cette merde. Donc il y a un conflit entre le gars qui achète et la personne qui vend. Tu dis, ah, tu ne veux pas? Va chercher ailleurs alors, mec, salut. Mais maintenant, tuer, escalader, tuer, frapper à la tête, donner un coup de couteau, puis démembrer, découper, cacher le corps. C'était une femme seule dans une situation compliquée, non? Comment pouvait-elle se défendre contre trois grands gaillards au Alira? Et comment quelqu'un qui tient le stylo en main peut-il considérer cette personne comme la provocatrice de sa propre mort brutale, de la faim que son corps a subie? Cet adolescent a commis le crime à 17 ans et en atteignant 18 ans, il est resté dans l'unité destinée aux mineurs, puis a bénéficié du régime de semi-liberté. La semi-liberté signifie qu'il peut sortir pour étudier, sortir pour travailler, circuler dans la ville, mener une vie presque normale. Comme cela s'est produit avec ce jeune homme de Brasilia, n'est-ce pas, qui est sorti en régime semi-ouvert, s'est inscrit à l'université, tu vois, c'est complètement fou et il a failli tuer une autre personne, n'est-ce pas? J'ai oublié le nom de ce salaud maintenant. Enfin, pendant que tout cela se passait, la famille de Talita vit avec une absence définitive, n'est-ce pas? Ils avaient déjà trop de problèmes et maintenant le deuil s'ajoute. Le ministère public du district fédéral a informé qu'il allait faire appel de la décision qui a accordé ce régime-là de semi-liberté. Mais jusqu'à ce que cela arrive, le mal est déjà fait, n'est-ce pas? Et d'autres personnes sont en danger. Pour les parents, pour le frère, les frères plutôt, et aussi pour la fille. Pour Talita, cette décision est à la fois juridique et morale. Ils affirment que la sentence porte atteinte à la mémoire de Talita, minimise la gravité du crime et en pratique fonctionne comme un encouragement à la criminalité. Parce que le message qui reste est très simple et effrayant, je dirais. Si tu es mineur, même si tu participes à un homicide barbare, le système va te protéger. Le 13 janvier, exactement un an après le crime, la famille de Talita, aujourd'hui âgée de 26 ans, a organisé une marche pour la justice. Ce n'était pas un acte politique, ce n'était pas une manifestation partisane, c'était simplement le cri d'une famille en deuil. Ils demandent que João Paulo soit jugé et condamné et exigent que l'autre impliqué qui a aujourd'hui 18 ans soit également traduit devant un jury populaire. Pour eux, il n'existe pas de raccourci légal qui puisse effacer ce qui a été fait. Et ici, je dois vous dire directement et franchement, à vous qui écoutez, cet adolescent qui a participé à l'assassinat, son nom n'a pas été divulgué, son visage n'a pas été exposé, son identité était protégée par la loi.
Et il peut être assis juste à côté de vous dans les transports en commun. Qui sait, il peut passer devant votre maison, il peut fréquenter la même église que vous, il peut étudier dans la même école que vos enfants, et vous ne le saurez jamais. En semi-liberté, la personne quitte l'institution le jour et y revient le soir, avec une routine, une structure et un accompagnement. Pendant ce temps, Talita n'a eu droit à rien de tout cela. Sa vie a été interrompue de façon violente, son corps violé, son histoire réduite à un dossier. Et ici, par respect absolu pour la famille, nous avons omis les détails de ce qui a été fait au corps de Talita. D'accord, je n'ai raconté que la partie émergée de l'iceberg. Mais il est clair, d'après les preuves et les rapports, que la barbarie a été consciente, active et collective. Et malgré tout, passer l'éponge sur le crime, caresser la tête du mineur, c'est un sentiment collectif d'abandon. Pour les observateurs extérieurs, ce n'est pas pour nous, en tant que société, il reste une question qui dérange beaucoup. Quelle est cette loi qui protège celui qui détruit, mais échoue envers celui qui a été détruit? Nous vivons une réalité où les valeurs semblent inversées, où l'impunité devient la règle, ou comme beaucoup le disent, le poteau urine sur le chien. Ce qui est arrivé à Talita n'est pas une exception. C'est une partie d'un schéma qui se répète au Brésil. N'est-ce pas, les gars? Depuis des décennies, il existe déjà un schéma où des crimes extrêmes sont commis par des adolescents. La réponse du système ne correspond jamais à la gravité des faits. Au début des années 2000, le pays s'est arrêté devant une affaire impliquant un couple d'adolescents qui ont été victimes de l'un des principaux éléments et de l'une des affaires les plus sauvages du Brésil. Le principal auteur était également mineur. À l'époque, il y a eu beaucoup d'émotions nationales, des protestations et des promesses de changement dans la loi. Bien que beaucoup de gens, face à cette barbarie, trouvent encore des mots pour essayer de justifier quoi que ce soit, ah là, rien n'a changé. L'auteur n'a pas été jugé comme un adulte, il n'a pas affronté un jury populaire, et au final, il a été envoyé dans un système socio-éducatif. L'État a compris qu'il ne pouvait pas être relâché et une manœuvre a été créée pour garder ce type sous surveillance. Une justice improvisée, tu vois. Je pense que tout le monde voit de quel cas je parle, n'est-ce pas? Il faut aussi ajouter une remarque ici. Les gens, il y a un conflit avec ce système-là, de punir les jeunes qui commettent des crimes barbares. Comment vas-tu exiger un changement de loi? Si tu as des réserves ici et là, la loi sera appliquée en fonction de l'acte. Vous pouvez être tranquille. Il faut observer cela maintenant, en revenant là-bas à Brasilia en 2025. Dans le cas de Talita, indépendamment de ce que tu penses être juste ou faux, nous avons un homicide, une violence extrême, une dissimulation de cadavres et la participation active d'adolescents. Malgré cela, la réponse a été la réponse standard. Procédure sous secret, mesures socio-éducatives et dans l'un des cas, semi-liberté. Et le message qui reste, je le répète, est clair et dangereux. L'idée continue de valoir plus que l'acte commis. Remettre cela en question, ce n'est pas réclamer vengeance, mais de la proportionnalité. Pour la famille de Talita, la douleur est permanente, non théorique. Ils ne discutent pas de thèses juridiques, psychosociales ou etc. Ils subissent l'absence, donc ils manifestent, réclament un procès et refusent qu'un crime aussi brutal soit considéré comme un simple écart de jeunesse. Ces personnes impliquées ont leur identité préservée, leur passé protégé, elles réintègrent la société sans que personne ne sache qui elles sont. Pendant ce temps, la famille porte un deuil qui ne s'efface jamais. La punition est temporaire, la perte ne l'est pas. Et peut-être que le plus grand problème n'est pas l'existence des lois, mais leur incapacité à traiter les crimes extrêmes. Parce que lorsque tout est traité de la même manière, rien n'est traité avec la gravité qu'il mérite. Et tant que des cas comme celui de Talita continuent d'être traités comme des épisodes isolés, le schéma restera intact. Se souvenir du nom de Talita, Marx Ramos, c'est une façon de refuser le silence, faire en sorte que le chien urine sur le poteau comme il se doit. Merci pour ta compagnie, laisse-moi un commentaire. Qu'en penses-tu? Bisous Ruivo, à bientôt pour le prochain épisode.